Bonjour, bienvenue à nos conférences du GRISOF, nos conférences d'actualité, les conférences mensuelles. Mon nom est Yves Tremblay de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, je suis très, très honoré d'avoir non pas un professeur, mais un étudiant au doctorat. Et j'insiste sur le fait que c'est un étudiant au doctorat et j'espère, et je lance le message à tout le monde. C'est pas seulement les professeurs qui sont invités à venir parler au GRISOF, mais tous ceux qui ont quelque chose à dire sont cordialement invités. Donc aujourd'hui, nous avons Monsieur Alex Alexis, qui est un doctorant en droit de l'Université de Montréal et aussi à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il est à l'Université Paris également chargé d'enseignement. Monsieur Alexis s'intéresse au renouvellement des enjeux de développement durable et de justice sociale dans le contexte de nos sociétés numériques. Et Dieu sait si nos sociétés numériques ont été mises en valeur durant l'épisode COVID. Monsieur Alexis a fait ses études supérieures en droit, en sociologie et en anthropologie. Il est également membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Il est également membre du Centre de la science de la biodiversité du Québec et il fait partie du Centre for International Sustainable Development Law. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Monsieur Alexis, dont le titre et le titre de sa conférence, Les dessous de la signature scientifique en sciences biomédicales, querelle d'auteur, invisibilisation et justice. Monsieur Alexis, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le GRISOF et ses partenaires pour m'avoir fait cet honneur de pouvoir engager cette discussion avec vous autour de quelques enjeux et tensions concernant la signature scientifique dans les sciences de la matière et de la vie. Alors, les réflexions que je vais partager avec vous se basent sur une recherche que j'ai menée en 2021 directement auprès de certain nombre de scientifiques affiliés d'une manière ou d'une autre à des centres de recherche, surtout basés en France. La présentation vise à mettre en lumière quelques facettes de la signature scientifique et qui sont très bien connues des scientifiques eux-mêmes, mais pas tout à fait du grand public. D'où l'intitulé de la présentation, savoir les dessous de la signature scientifique en sciences biomédicales, querelle d'auteur, invisibilisation, justice. Quelques éléments de mise en contexte. Alors, je voudrais commencer par une anecdote. C'est qu'en mars 2018, en France, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, il publie un guide portant sur la signature scientifique. Alors, dans ce guide, l'INSERM avoue d'emblée que 40% des dossiers individuels traités durant les 10 dernières années par la délégation à l'intégrité scientifique étaient liés à des conflits concernant la liste des auteurs. Et franchement, ceci est loin d'être un cas isolé. Alors, la signature scientifique est un objet complexe et parfois même étrange pour certains. Et pour s'en convaincre, on peut jeter un coup d'œil à ces articles scientifiques dont la liste des auteurs est digne d'une pétition. Et ceci est d'autant plus vrai pour les sciences de la matière et de la vie, où on peut compter des dizaines, voire parfois des centaines de personnes qui sont incluses dans la liste des auteurs d'un article scientifique. Alors, je vous mets en exemple un article publié par Shaula pour montrer à quel point l'octorialité, qu'il qualifie d'hyper-octorialité, sont pleins. Donc, on voit que on a de plus en plus sur cette image de papiers scientifiques publiés avec une liste d'auteurs considérable. Alors, ben, peut-être que toutes les personnes qui sont ici présentes
vont pouvoir répondre adéquatement à la question posée, mais c'est une question que j'aime bien poser aux non-scientifiques. Par exemple, je mets cette image et je leur demande quels sont les trois auteurs qui occupent les places euh, les plus importantes, on va dire, dans la liste des auteurs que j'ai entourés ici. Donc, je qualifie autrement d'espace doctorialité. La professeure Violet me fait signe de la tête, donc vous n'avez pas la réponse? Le premier, le Monsieur, dernier. Moi, je oui, dirais oui, le premier, le dernier. ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment le premier et le dernier. Donc, c'est vraiment les deux plus importants. Le premier, généralement, et c'est celui, en tout cas pour les sciences de la matière et de la vie, c'est celui qui est censé avoir fait l'essentiel du travail. Très souvent, il s'agit de la rédaction de l'article en tant que tel et aussi une implication très, très importante dans toutes les phases précédentes. Et le dernier, très souvent, c'est le chef du laboratoire, le patron scientifique du projet, qui a des missions de supervision, etc. Très souvent aussi celui qui finance. Et donc, parce que j'ai dit toi, le troisième aurait tendance à être Nicole Chapman, c'est-à-dire le deuxième auteur. Deuxième. Et s'il devrait y avoir un quatrième, peut-être ça allait être Kai Yang. Donc, vous voyez, la logique, c'est une logique quand même qui part des extrémités au centre. Donc, on commence à compter les positions les plus importantes à partir des extrémités pour arriver au centre. Donc, c'est un peu ça la géographie de l'espace doctorialité dans ces sciences de la matière et de la vie. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans ces sciences, la signature scientifique se présente comme une épreuve de justice où la liste des auteurs est censée refléter et récompenser proportionnellement les efforts par chacun dans le projet collectif. Donc, on comprend mieux alors l'ampleur du travail de l'INSERM qui doit arbitrer les conflits, qui doit jouer les casques bleus pour reprendre une formule utilisée par l'une des personnes avec qui j'ai eu un entretien. Donc, on comprend l'énormité de cette tâche de l'INSERM qui doit arbitrer en fait les conflits entre auteurs et prétendants auteurs lorsque les sentiments d'injustice et les mécontentements des uns et des autres débordent le seul cadre restreint de leur laboratoire commun. Alors, questionnement. Justement, à l'heure où l'on voit poindre ici et là les sciences dites participatives, collaboratives, citoyennes, ouvertes, etc., la question mérite peut-être d'être posée. Dans quelle mesure et suivant quelles conditions les contributeurs non scientifiques à un projet de recherche sont légitimes ou non à être co-auteurs des publications scientifiques qui en résultent? Alors, lorsque je parle de contributeurs non scientifiques, ça peut être par exemple des paysans, des communautés locales ou autochtones, ou encore des patients pour ce qui est de la recherche médicale. Donc, l'intérêt d'un tel questionnement est d'apprécier le degré d'ouverture, de réciprocité et de justice à l'œuvre dans les initiatives de recherche collaborative mêlant scientifiques et non scientifiques. Et, en partant justement d'une analyse de la liste des auteurs de publications scientifiques, en partant de l'analyse de l'espace doctorialité, la liste des auteurs. Alors, la question peut paraître saugrenue. Très souvent, c'est une question lorsque je discute avec des collègues, ils ont tendance à hausser les sourcils. Donc, c'est pourquoi une telle question? Ça paraît très décalé en vrai. Mais on peut dire quand même qu'elle demeure d'autant plus légitime, cette question, que la déclaration de l'UNESCO pour la science ouverte
Donc, pourquoi je prends l'exemple de la déclaration de l'UNESCO? C'est parce que ça a été fait quand même suivant un processus très inclusif, incluant plusieurs communautés épistémiques, plusieurs communautés en dehors du monde scientifique, et ratifié aussi par un grand nombre d'États. Donc, ça montre l'aspect consensuel de la chose. Donc, cette déclaration de l'UNESCO pour une science ouverte recommande, entre autres, l'ouverture des processus de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la seule communauté scientifique traditionnelle. Donc, on voit bien que dans l'approche de l'UNESCO pour une science ouverte, donc la science ouverte ne se réduit pas à l'ouverture des données et des publications scientifiques. Donc, l'UNESCO adopte vraiment une approche systémique, globale, inclusive de toutes les étapes du processus de recherche scientifique. Et justement, l'UNESCO parle, entre autres, hein, je ne reprends pas l'intégralité de la définition, mais l'UNESCO parle d'ouvrir les processus de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la seule communauté scientifique traditionnelle. Donc, vous voyez, enfin, ici, j'insiste sur le terme d'ouverture du processus de diffusion. Or, nul ne contestera que la publication scientifique demeure l'un des principaux moyens de diffusion des connaissances scientifiques et que la question de l'auctorialité occupe une place centrale dans ce processus. Donc, c'est un peu pour montrer, je prends l'exemple de l'UNESCO, mais je pourrais aussi citer d'autres textes normatifs qui se situent à des échelles distinctes qui font cette promotion, en fait, d'ouverture de l'ensemble du processus de recherche au-delà du seul monde scientifique. On pourrait citer de mémoire la Charte française pour la science participative. Ça s'appelle comme ça à peu près. Donc, une présentation de la revue de littérature. Et pourquoi? C'est tout simplement pour inscrire notre questionnement dans le cadre de la littérature existante afin de préciser ce que nous devons à nos prédécesseurs, mais aussi ce qui pourrait constituer la relative originalité de notre propos. À cet effet, nous avons exploré deux grandes séries de travaux. Donc, la première série de travaux consiste dans la littérature sur les sciences participatives. Donc, il y a une belle synthèse écrite par François Houllier et collègues dans la revue Nature, Sciences et Société. Je pense que ça met vraiment le point de manière synthétiquement sur les dynamiques de recherche de sciences participatives, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les projets types, etc., les résultats. Je vous laisse peut-être en prendre connaissance si c'est pas encore le cas. Et donc, ce qu'il faut retenir, là je synthétise beaucoup, ce qu'il faut retenir de cette littérature, en tout cas, ce qui est pertinent pour le projet de recherche que je suis en train de présenter, c'est que cette littérature a le mérite de mettre l'accent sur les interfaces entre monde scientifique et monde ordinaire, monde scientifique et monde scientifique, et les rapports de pouvoir qui s'y déploient. Toutefois, les recherches sur les sciences participatives ont tendance à se focaliser sur les dispositifs amont de la recherche, tels que la phase de collecte de données, au détriment des dispositifs aval de la recherche, tels que la signature scientifique qui nous intéresse ici. Ou pour le dire autrement, il y a un focus sur le processus de recherche dans cette littérature-là, mais pas vraiment sur les produits, les résultats de la recherche. Alors, il a fallu par conséquent se tourner vers une deuxième série de travaux qui touche au domaine de la sociologie des sciences et des techniques, plus particulièrement les travaux consacrés à la signature scientifique. Donc, je mets deux références très intéressantes
ici, c'est Stephen Chapin, qui dans son article The Invisible Technician, paru en 1989, montre en fait que très souvent, il y a une invisibilisation des petits, mais entre guillemets, scientifiques, c'est-à-dire des techniciens de laboratoire, etc., lorsqu'il s'agit de passer à la phase de la publication scientifique. Autrement dit, très souvent, et ces gens travaillent beaucoup, mais sont peu reconnus à ce stade du processus scientifique. Et ensuite, il y a les travaux de David Ponti, qui a beaucoup écrit sur la signature scientifique, beaucoup d'ouvrages et d'articles. Et il faut dire que cette littérature est très riche d'enseignements sur les enjeux doctorialité à l'intérieur du monde scientifique. Toutefois, elle aborde peu la place ou l'absence de place, faut dire, des contributeurs non scientifiques dans la liste des auteurs de publications scientifiques. Cela dit, c'est à la jonction de ces angles morts dans les recherches sur les sciences participatives que celles portant sur la signature scientifique qu'émerge notre questionnement sur la place des non-scientifiques dans le dispositif octorial. Quelques mots sur la méthode. Alors, pour répondre à ce questionnement, nous nous sommes basés sur une trentaine d'entretiens semi-directifs réalisés en 2021 avec des acteurs scientifiques affiliés à de différentes unités mixtes de recherche basées en France. Nos interlocuteurs évoluent principalement dans le domaine des sciences biologiques et des sciences médicales et sont souvent impliqués dans des recherches partenariales avec des scientifiques et des non-scientifiques basés dans les pays du Sud. Notre échantillon était composé d'acteurs scientifiques qui ont des niveaux et des statuts différenciés, une trentaine environ, et comprenant des chercheurs, c'est-à-dire des chargés de recherche, des directeurs de recherche, des ingénieurs de recherche, des doctorants, des techniciens et même des data managers. Globalement, nous les avons demandé de nous livrer leur perspective sur la place des non-scientifiques dans le dispositif de publication en sciences, en se basant, le cas échéant, sur leur propre expérience. Et comment nous avons procédé pour faire sens des données recueillies, donc la question du cadre théorique et analytique, c'est que les propos de ces interviewés ont fait l'objet d'une analyse de contenu, une analyse sémantique de contenu, on va dire, à la lumière des acquis de la sociologie pragmatique. Donc, c'est quoi la sociologie pragmatique? J'ai mis en référence à titre seulement illustratif et non exhaustif, ou à 3 références. Donc, c'est un style de sociologie, en fait, qui nous invite à prendre au sérieux les justifications et les critiques émises par les acteurs à propos d'une situation ou d'une pratique sociale donnée, très souvent dans lesquelles ils sont impliqués. Donc, ça permet en fait d'éviter la position de surplomb et de substituer trop rapidement nos interprétations, nos réflexes en tant que chercheurs ou apprentis chercheurs et nos préférences à la parole même des acteurs concernés au premier chef. Donc, une telle approche, un tel type de sociologie nous invite à prêter une attention particulière aux logiques contradictoires de la pratique qui sont source de l'activité critique des acteurs et à étudier en même temps les effets potentiels de leur jugement critique sur les dispositifs existants, les dispositifs institutionnels, etc.
Donc, c'est une définition donnée par Barth et Hall, et collègues, dans une publication de 2013, je crois, qui s'appelle Sociologie pragmatique, mode d'emploi, quelque chose comme ça. Cela dit, la sociologie pragmatique nous fournit ainsi des outils conceptuels pour appréhender le raisonnement critique et la positionnalité des acteurs scientifiques par rapport à ce dispositif que constitue la signature scientifique ainsi que le potentiel transformateur de leur critique sur ce dispositif-là. Donc, passons aux résultats maintenant. Je vais présenter les résultats en plusieurs rubriques, en fait, en illustrant chacune de ces rubriques par un extrait d'entretien qui se veut assez représentatif de l'enjeu abordé dans la rubrique. Alors, la première rubrique, je l'intitule La signature scientifique en sciences biomédicales, entre normes, pratiques et paradoxes. Il faut dire que, au-delà de leurs différences de statut, les acteurs scientifiques interrogés partagent largement une même vision de ce qu'est la signature scientifique dans les sciences biologiques et médicales. Leurs discours ont tendance à mettre en évidence leur attachement au principe de la juste reconnaissance des contributions de chacun au projet collectif. D'ailleurs, l'ordre des noms sur la liste des auteurs est censé refléter ces contributions respectives, comme on vient de le voir. Et pour rappel, on disait justement que l'ordre des noms confère en fait en quelque sorte plus ou moins de reconnaissance, dépendamment de la position des noms, et de crédit dans l'évaluation formelle ou informelle des acteurs scientifiques. D'ailleurs, c'est un enjeu très connu dans les pratiques de scientométrie de ces sciences-là. Et très souvent, c'est pas très significatif dans une liste qui est très longue, dans une liste d'autorialité qui est très longue, de se retrouver au milieu, au tout milieu et de la liste d'auteurs, parce que pour reprendre un terme utilisé par les personnes interviewées elles-mêmes, ce serait se retrouver dans le ventre mou et de la liste et présumer n'avoir pas fait grand-chose, en tout cas n'avoir pas apporté une contribution substantielle et dans le cadre du projet de recherche. C'est-à-dire, très souvent, au-delà des 2 ou 3 premiers et des 2 ou 3 derniers auteurs, le décompte perd de son intérêt. Alors, tout dépend aussi de la longueur de la liste, c'est relatif. Par exemple, pour une liste de 5 personnes, c'est pas forcément le cas, mais pour une liste de 30, de 40 personnes, les personnes qui se trouvent au milieu, c'est pas les meilleurs contributeurs. Toutefois, entre la norme et la pratique, les écarts sont souvent significatifs. Ainsi, pour diverses raisons qu'il nous sera impossible de détailler ici, il arrive en pratique que le premier auteur n'est pas celui qui a fait l'essentiel du boulot, ou encore qu'un technicien de laboratoire soit mis dans le ventre mou du papier alors qu'il a beaucoup travaillé, etc. Donc, on retrouve des situations comme cela. Il arrive même que chercheur, figurant dans la liste des auteurs, n'ait absolument rien fait. Donc, ça s'explique aussi pour des raisons parfois d'opportunité. C'est très souvent un chercheur qui va être évalué bientôt par son centre de recherche et qui a besoin de publication. Donc, on s'arrange, l'union fait la force un peu. On s'arrange, on s'associe mutuellement à des publications pour gérer ces problèmes institutionnels dans un contexte de course à la publication qui peut être par moments quand même assez produire des effets assez délétères et, sur la qualité des publications scientifiques, mais aussi sur la vie des chercheurs en tant que tels. Donc,
C'est toute l'hypothèse du mouvement slow publication, etc. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Donc ouais, nous étions en train de dire que il y a diverses raisons qui peuvent expliquer que ce qu'on venait de présenter, qui constitue la règle, trouve des altérations dans la pratique. Et en cela, et notre enquête confirme ainsi la plupart des conclusions auxquelles est parvenu David Ponty dans sa monographie sur la signature scientifique, notamment sur les écarts entre la norme et la pratique. Mais quoi qu'il en soit, ces écarts ne sont pas vécus par les acteurs scientifiques comme une rupture fondamentale entre la norme et la pratique, hein, mais comme de simples écarts qui peuvent être tantôt tolérés, tantôt dénoncés comme étant de l'hypocrisie. Il en va pourtant autrement de l'exclusion quasi naturelle, quasi intuitive, on va dire, des non-scientifiques du dispositif octorial, qui, quant à elle, génère de véritables situations d'incertitude et de jugement critique de la part des acteurs. Après tout, comment justifier justement l'exclusion de ces non-scientifiques quand, fortiori, les scientifiques qui n'ont absolument rien fait figurent sur la liste des auteurs? Et les hésitations de ce chercheur au doctorat sont pour le moins révélatrices des difficultés que génère ce paradoxe. Alors, c'est la citation que vous voyez à l'écran, où ce chercheur au doctorat dans le domaine des sciences biologiques et médicales disait justement, non, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais vu en tout cas que des guides de terrain soient inclus dans les publications, à part Jacques, qui est le gestionnaire de l'herbier. Donc, il n'est pas seulement guide, mais aussi un herbier. Mais par exemple, pour quelqu'un qui serait recruté dans un village, qui nous emmènerait sur place, ça ne se fait pas. Et puis, après un moment de silence, il ajoute, c'est vrai que c'est bizarre en termes de relations. Disons qu'en soi, c'est de fait des collaborateurs, mais en fait, on ne les considère pas vraiment comme des collaborateurs parce qu'on estime que, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une question d'être digne ou pas d'être sur la publication, mais en tout cas, c'est vrai que ça pose des questions assez intéressantes à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Fin de citation. Donc, deuxième catégorie, pour présenter les résultats. Donc, je vais essayer en fait, je l'intitule l'exclusion des non-scientifiques dans le dispositif du paradoxe à l'élicitation. Face à ce sérieux paradoxe qu'on vient de voir, donc, qui interroge la norme octoriale de la juste et attribution et de la juste reconnaissance dans sa consistance même. Donc, face à ce sérieux paradoxe, les acteurs scientifiques vont déployer leurs compétences critiques afin de tenter de résoudre le paradoxe. En suivant cela Luc Boltanski, nous avons regroupé les justifications émises par ces acteurs en deux grandes catégories. Donc, d'une part, les dispositifs de confirmation, donc les arguments qui ont tendance à confirmer l'état actuel des choses, et d'autre part, les dispositifs critiques qui ont plus tendance à prendre de la distance par rapport à ce qui se fait, par rapport à la norme et certains aspects de la pratique. D'abord, on peut citer en exemple cet extrait d'entretien qui a tendance à réaffirmer la consistance de la norme de justice et distributive régissant la signature scientifique, tout en confirmant la normalité de l'exclusion systématique des non-scientifiques à l'octorialité. Et donc, je cite seulement en partie la citation parce que c'est affiché sur l'écran. Alors, il y a ce directeur de recherche qui disait justement, en fait, il évoquait les raisons pour lesquelles un non-scientifique ne peut pas être auteur de papier scientifique. Il disait parce que d'abord, ils n'ont pas d'adresse officielle de laboratoire. Or, il faut, pour être co-auteur, être adressé dans un laboratoire en principe. Et puis, ça n'a aucun sens de dire, bon, c'est comme si je mettais, je ne sais pas, quelqu'un
qui est financé par Bill et Melinda Gates, va mettre Bill et Gates comme auteur. Ce serait totalement saugrenu. Donc, vous savez, même en théorie, quelqu'un qui a participé à l'échantillonnage, il est dans les remerciements normalement. Il n'est pas dans les co-auteurs. Quelqu'un qui a fait du génotypage pur et dur et sans faire autre chose, il n'a pas à être co-auteur. Il est dans les remerciements. Mais maintenant, on les met parce que sinon, ça fait râler, ça fait ah, machin, etc. Fin de citation. Ces propos nous renseignent sur la manière dont certains chercheurs, pour ne pas dire la plupart des chercheurs, se représentent, en tout cas dans les sciences de la matière de la vie, se représentent ce qu'est un auteur de leur discipline. Un auteur serait avant tout un scientifique ayant une affiliation institutionnelle dans le monde scientifique, donc ce qui n'est certainement pas le cas ni de Bill Gates, ni des éleveurs de bovins, ni des paysans, etc. Donc, pour confirmer la normalité de l'exclusion des non-scientifiques de la liste des auteurs, ils évoquent également les recommandations internationales ou nationales en matière d'octorialité ou encore les exigences institutionnelles des revues qui auraient tendance à écarter l'hypothèse de non-scientifique auteur d'un papier scientifique. Parfois aussi, mais ça c'est spécifique aux chercheurs en sciences médicales, ils évoquent le poids de la question de l'anonymat, hein, dans les recherches avec les patients qui fait qu'au final, on n'oserait pas mettre un patient en tant qu'auteur de papier scientifique pour des raisons de respect de la vie privée, etc. Et à l'opposé de ces dispositifs de confirmation, on a quelques acteurs, certes minoritaires, hein, qui critiquent ouvertement la prétention suivant laquelle seuls les scientifiques seraient légitimes à être co-auteurs de publications scientifiques. C'est le cas d'une chercheuse qui explique avoir déjà associé à ces publications scientifiques plusieurs acteurs extérieurs au monde scientifique, tels que des troupes de théâtre ou encore des organisations paysannes, etc. Donc, comme vous le voyez dans la citation prise comme illustration, donc cette chercheuse dit: tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à ce papier sont auteurs, et quel que soit leur statut. Donc, je m'arrête là, je vous laisse prendre connaissance du reste besoin. Cependant, ce qu'on peut ajouter, c'est que pour être considérés comme co-auteurs, les non-scientifiques doivent, suivant cette chercheure et suivant plusieurs autres personnes interrogées aussi qui ont cette position-là, les non-scientifiques doivent répondre à quelques exigences dont la chercheuse que je viens de citer précise les contours. Alors, je cite, cet extrait n'est pas sur les diapositives, mais je cite: il y a d'autres situations où, avec les agriculteurs, on a co-construit avec eux les protocoles de phénotypage. On a co-construit avec eux les questions de recherche, comment on va les poser, comment on va s'y intéresser. Donc là, ils vont faire partie de la liste des auteurs. Mais les paysans qui nous ont donné les graines n'ont pas contribué à la réflexion, ni à la mise en œuvre du projet. Donc, non, ils ne feront pas partie des auteurs. Cette contribution-là, où on nous donne juste des semences, on les remercie. Fin de citation. Formulée ainsi, cette chercheuse semble suggérer une distinction entre contribution scientifique et contribution à la science. Distinction qui revient également de manière systématique dans les propos des autres chercheurs interrogés. En effet, les scientifiques que nous avons interrogés reconnaissent unanimement, mais vraiment unanimement, que les non-scientifiques peuvent contribuer utilement d'une manière ou d'une autre à la production scientifique. Mais ces contributions souvent utiles, voire indispensables, ne seraient pas, selon eux, forcément de nature scientifique. Les contributions proprement scientifiques seraient intimement liées à ce qui est généralement reconnu comme étant les phases et opérations essentielles de la recherche, c'est-à-dire la formulation de la problématique, l'élaboration des questions et du protocole de recherche, l'analyse et l'interprétation des données et la rédaction.
Donc, les autres formes d'apport seraient davantage d'ordre technique, autrement dit, des contributions à la science qui ne sont pas forcément des contributions scientifiques. Et cette distinction, on peut ajouter, entre contributions scientifiques et contributions non scientifiques, techniques en l'occurrence, entre aujourd'hui encore en résonance avec le constat de Stephen Chapin, d'un article qu'on vient de préciser tout à l'heure, suivant lequel les chercheurs perçoivent majoritairement la science comme une réflexion plutôt que comme un travail. Et c'est très explicite dans la citation que je viens de mettre, en fait, dans la citation inscrite sur la diapositive, où ce chercheur au doctorat, qui est anglophone, faisait clairement une distinction, établissait clairement une distinction entre les contributions scientifiques et contributions techniques. Et il n'est pas le seul. Et parfois même, et pour aller très, très, très loin, pour aller jusqu'au bout du raisonnement qui conteste et toute forme d'assimilation entre contributions scientifiques et contributions techniques, etc. Je me rappelle qu'il y avait même une chercheuse qui me disait, ben bon, si on commence à raisonner comme cela, donc ça va jamais s'arrêter parce que moi, lorsque j'écris mes articles, il y a toujours maman qui m'apporte à manger. Donc, en principe, elle contribue de loin ou de près. Donc, vous voyez, c'est un peu une forme de raisonnement pour aller jusqu'au bout et de la logique pour dire à un moment donné, il faut vraiment faire la distinction parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est une position. Alors, in fine, cette distinction entre contribution technique et contribution scientifique semble, dans certains cas, révéler une certaine forme d'injustice épistémique où des non-scientifiques qui détiennent d'importantes connaissances sont pourtant réduits à de simples fournisseurs de matières premières à la science. Ainsi, Jean-Baptiste, un généticien des populations de poissons du Pacifique, s'est montré, sur le coup, hostile à l'idée d'associer à ses articles scientifiques un pêcheur lui ayant offert gratuitement des espèces de poissons rares, selon ses propos, à des fins de recherche. Alors, Jean-Baptiste, il dit justement, je cite, vraiment limite quand même, donc, la question posée. Lui, en parlant du pêcheur, non, je ne l'envisage pas comme co-auteur. En revanche, il est remercié systématiquement. Il m'a parlé de l'article scientifique en me disant qu'il était intéressé pour savoir ce que j'avais tiré de ces poissons. Fin de citation. Mais en y réfléchissant davantage, et tout seul, après un moment de réflexion, le généticien se rend compte que son pêcheur n'avait pas été qu'un simple fournisseur de données et que son effort aurait peut-être pu mériter qu'il soit associé à l'article scientifique. Et là, je cite encore Jean-Baptiste. Si maintenant, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment au truc, qui va lui-même exprès chercher du poisson pour moi, qu'il met de côté exprès, et puis il fait un moment de silence, il continue, ben, c'est peut-être ce qu'il a fait quand même. Il m'a mis des trucs de côté. Hein. Bon, enfin, effectivement, ça se négocie. Si jamais c'était à refaire, on s'arrangerait comme ça. Fin de citation. La prise de conscience soudaine par Jean-Baptiste de toute l'importance de la contribution de son collaborateur pêcheur, contribution qui aurait même pu valoir à ce dernier la qualité de co-auteur, nous invite à nous interroger sur l'invisibilité du travail des scientifiques dans la production scientifique. D'ailleurs, on pourrait se demander, l'exclusion quasi naturelle des non-scientifiques de l'espace doctorialité résulte-t-elle vraiment de ceux qui ne seraient la plupart du temps que de simples fournisseurs de données? Ou doit-on plutôt croire quelle est la conséquence de dispositifs historiques et de pratiques non réflexives qui concourent à dresser un profil type du contributeur non scientifique, le cantonnant, pour ainsi dire, au statut de fournisseur de matières premières
à la réflexion scientifique. Donc, quelques pistes pour la réflexion et pour la discussion. On pourrait, par exemple, se demander, et en écho à une publication de Web of Science qui disait que l'Afrique, par exemple, contribuait seulement à 3,2% dans la publication mondiale. Donc, on pourrait s'interroger en suivant quels critères, hein. C'est quoi les règles de la scientométrie? Est-ce qu'on peut vraiment évaluer la contribution de l'Afrique ou d'autres régions du monde par rapport aux seuls critères de la scientométrie moderne? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, prendre en compte d'autres critères, etc. On peut aussi s'interroger sur les enjeux de la science participative et de la science ouverte, hein, pour l'agenda du droit de l'homme à la science, qui est jusqu'à présent l'un des droits de l'homme les moins appliqués, hein, mais qui a quand même fait l'objet d'un regain d'intérêt à la lumière de la crise sanitaire, mais aussi des grands défis planétaires que constituent le changement climatique ou encore l'effondrement de la biodiversité, etc. Et aussi toute la question de la sensibilisation. Donc, j'ai mis sensibilité, mais c'est sensibilisation, à l'ouverture et à la réflexion, et à la réflexivité, pardon, à la fois au nord comme au sud. Donc, merci de votre attention. On va passer à la discussion. Bien, Alex, Alexis, vous m'entendez bien là? Oui, oui. Oui, merci, parce que je viens de rallumer mon micro. Écoutez, c'était un exposé très intéressant. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Et je vois que nous ne sommes pas extrêmement nombreux, mais un public, je dirais, choisi pour cette conférence. Je vois Violaine Lemay qui coordonne votre travail à Montréal. Je vois également d'autres personnes comme Hervé Maisonneuve, qui est spécialiste de l'intégrité scientifique, donc il y aura certainement des choses à nous apporter. J'ai vu également dans les participants Louis-Philippe Boulet, qui a coordonné de nombreux essais multicentriques et donc a une bonne expérience de ces questions-là. Donc, on aura probablement beaucoup de questions à vous poser. Je laisse la parole. Qui veut intervenir? Bon, je crois que cela me Violaine. reviendra, Oui, très bien. parce qu'on sait qu'en général, je suis prolixe et c'est tout particulièrement aujourd'hui, je suis emballée. J'avais presque des réactions de colère, Alexis, quand j'entendais que vous aviez déjà travaillé sur des questions biomédicales, en plus avec un auteur qui est un auteur phare pour moi, Luc Boltanski. Je suis une fanat de la sociologie pragmatique, je ne le savais même pas. Et là, tout d'un coup, j'apprends ceci. Alors, bravo pour cet exposé. Je suis vraiment, vraiment admirative, mais presque en colère, effectivement, d'apprendre pour la première fois après tout ce temps que vous travaillez sur ces questions. Je dirais que c'est tout à fait nécessaire d'attirer l'attention sur ces questions de justice liées à l'autorialité. Je ne sais pas si vous dites autorialité dans ce néologisme, autorialité. Qu'est-ce que vous dites? Je dis auctorialité pour reprendre les termes Comment vous utilisés l'appelez? par certains. Comment vous l'appelez? OC, C-A-U-C, auctorialité. Oui, Ah, OC, je l'appelle. corruption, c'est un anglicisme. OK, je comprends. Oui, c'est ça, c'est bien ça. OK, Ou c'est certains auteurs disent autorat, ça se dit aussi. ouais, OK, Autorat mais ou je pense que autorialité. j'aurais préféré un néologisme francophone comme autorialité, mais peu importe. À partir de là, je dirais, euh, j'ai vu votre interprétation de la sociologie pragmatique et je dirais que moi, j'aurais eu tendance, mais j'aurais eu tendance à poser le problème peut-être autrement, mais je vais vous dire en quoi.
Hein? Bon, quand on se demande est-ce qu'on va mettre le nom d'un pêcheur sur une liste d'auteurs dans un article d'un laboratoire où il y a déjà beaucoup d'auteurs multiples et c'est déjà compliqué, on dit, moi je pense que l'important dans ça, c'est toujours de se dire, mais quel est le but d'une pratique? Et c'est ça qui est toujours oublié. Et là, vous allez me voir arriver. Quand on oublie le but, on s'en mêle les pinceaux. Alors, si c'était payant, on a tous écrit plein d'articles scientifiques ici et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de milliards, il y a pas beaucoup de milliards en jeu. Bill Gates reste quelqu'un avec une fortune qui n'est pas la nôtre. Bon, ça veut dire quoi? Que l'enjeu n'est vraiment pas matériel, euh, euh, je- il n'est pas monétaire. Alors, on ne parle pas de ça. La deuxième chose, c'est est-ce que ça veut dire qu'on veut diviser le mérite scientifique? Ben, si chez les non-scientifiques, c'était important d'avoir un nom sur une publication publiée aux États-Unis ou à Bamako, ça serait intéressant. Mais on s'entend que le jardinier, le pêcheur, il s'en fout complètement. Alors, de quoi on parle? À quoi ça sert? Moi, je pense qu'il y a deux buts cachés à ça. Et c'est là qu'est le maître mot. Et c'est ça qu'on ne dit pas suffisamment. Alors, à partir de là, je dirais d'abord une sensibilisation du milieu scientifique sur les coûts divers, sur les coûts qui peuvent être environnementaux d'une recherche, sur les coûts qui peuvent être humains, sur les coûts. Et là, ça vaut le coup de se poser la question. S'il y a une injustice reliée à une recherche qui a des coûts d'essais cliniques super élevés au sud et des bénéfices inexistants au sud, ben là, on se dit, il y a peut-être une injustice cachée, là. Il faudrait peut-être la dénoncer et ça pourrait être une façon de rappeler l'injustice cachée. Mais on s'entend que le pêcheur, il s'en fout, lui, d'avoir un indice bon, de publication quelque part. C'est pas de ça dont on parle. Mais si c'est ça, pour sensibiliser le milieu scientifique à une donnée morale, une question de justice oubliée, ça, c'est absolument important. Et là, moi, je souligne le caractère innovateur des recherches que vous avez faites et l'INSERM. Bravo, bravo, bravo. Deuxième chose, et là, je pense que l'INSERM et vous, avec ma petite humilité de Québécoise, hein, parce que nous, les Québécois, on n'a pas peur, on n'a pas froid aux yeux d'oser dire des choses comme ça. Je crois que la sociologie pragmatique actuellement, et à ce niveau-là, vous n'avez pas cité Laurent Mbachy, mais l'interprétation de Luc Boltanski, elle peut se faire autrement chez nous, surtout nous qui sommes des spécialistes du droit, c'est-à-dire que historiquement, massivement, et je dirais presque plus que partout ailleurs en France, on a décidé que la science n'avait aucun rapport avec les questions de justice. Et lorsque Luc Boltanski a commencé à accorder de l'importance à la justification, dans son premier livre de la justification, c'était pour dire il y a des questions de justice inhérentes à la science. Nous, on ne les voit pas parce qu'on est des scientifiques, puis on dit il y a les savants, il y a les politiques, il y a le droit, il y a la justice, laissons ça aux autres. Mais dans la science même, il y a des questions de justice. Il y en a. Et ça, ça attire l'attention sur le fait que dans cette liste d'auteurs, il y a des gros enjeux de justice et souvent, on ne les a pas regardés comme tels. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des enjeux de justice qu'on ne regarde pas comme tels? Ce sont les rapports de force qui les gèrent et non pas les règles de justice. Comme partout ailleurs, quand on ne regarde pas un rapport de force potentiel, c'est lui qui domine. Alors, sachez qu'il y a actuellement en Amérique une suite du MeToo, parce qu'on s'est rendu compte que dans les rapports d'autorialité, moi j'utilise mon nouveau néologisme d'autorialité, dans ces rapports-là, il y a une tradition où quand c'est une femme employée qui a le plus travaillé une recherche, c'est quand même un homme qui va être en premier parce que celui qui a payé, il dit « ça me revient ». Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, il y a une suite de MeToo qui dit « wow ». Ça suffit, ce rapport de force des hommes chez les femmes quand elles sont plus jeunes et en rapport de suggestion monétaire.
Alors, voyez-vous, il y a déjà des gros enjeux à cette gestion de l'autoréalité et c'en est la preuve. Mais c'est la preuve aussi qu'à l'intérieur des questions de science, et ça appartient à des recherches comme celles que vous avez faites, de montrer qu'il y a de la justice là-dedans et qu'il faut y penser, sinon il y a des énormes. Alors, je m'excuse d'avoir parlé autant. Le dernier mot, ce serait félicitations. Félicitations à vous et à l'équipe de l'INSERM d'avoir été aussi innovateur. Bravo! Très bien. Merci beaucoup. Violaine, je peux te poser une question au passage. Tu parlais Oui. de justification il y a un Oui. instant et tu es passé au mot justice. Oui, Tu es passé de l'un à l'autre. oui. J'ai pas très bien compris Ah, l'enchaînement qu'il y avait entre les deux. OK. De plus en plus, on observe que le sentiment de justice, c'est quelque chose qui se vit. C'est un phénomène presque biologique qu'on observe même chez les animaux, hein. Si on prend deux animaux, il y en a un à qui on donne une récompense pour le même geste et l'autre, on ne la lui donne pas, l'animal va faire « Ouh !» Alors, c'est quelque chose qui s'observe empiriquement, le sentiment de justice. Alors que la justice, en général, c'est le domaine de réflexion intellectuelle où on dit, quand il y a un conflit entre nous, on préfère que la façon de régler le conflit ne soit pas le rapport de force et qu'on lui substitue une règle de justice. Or, ce sont deux règles différentes. C'est en amont, en quelque sorte. Il y en a un qui est intellectuel, il y en a un autre qui est un phénomène empirique D'accord. observable. Merci. Bien, qui veut intervenir maintenant? Hervé, je t'ai vu lever la main. Oui, merci pour ce travail que j'ai écouté avec attention. Moi, je suis médecin, hein. Donc la vision des questions d'auteur selon les origines est très différente. Dans ce papier de Nature où tout est mélangé, je ne suis pas surpris ni étonné qu'il y en ait 10 000, qu'il y ait 5 000 auteurs. Pour moi, ça ne me surprend pas, parce que si vous allez en physique, dans la physique, et une grosse partie de cela doivent être de la physique, hein, Oui. vous irez chercher. Hein, si vous allez au CERN, c'est 2000, 3000 auteurs, parce qu'il y a des règles différentes et qu'il y a la collaboration entre plusieurs pays, avec des règles très particulières, ordre alphabétique de pays, ordre alphabétique des institutions, ordre alphabétique des auteurs. Donc, si vous voulez, en fonction des disciplines, c'est très différent. Dans les disciplines de sciences sociales, vous le savez, au-delà de 3 auteurs, on commence à se dire qu'est-ce que fait le 4e, hein? Tandis qu'en médecine, en dessous de 10 auteurs, on se dit mais comment ils ont pu travailler s'ils sont que 2, hein? Donc déjà, il y a une sociologie entre les disciplines qui est très, très différente. Alors, c'est pour ça que c'est difficile d'interpréter ça. Deuxièmement, je vous ferai passer des documents, et là, je vous ai mis dans le chat un lien que je vous envoie sur un PDF de Suisse, hein, les critères d'auteur dans la biomédecine, et vous faites allusion à l'INSERM, dont je connais bien ces données, hein. Dans la médecine, il y a des règles pour être auteur, et tout ce qui n'est pas auteur, on pousse énormément à ce qu'il soit remercié. Vous en avez parlé des remerciements, mais si vous voulez, le problème, c'est d'aller remercier au maximum et il ne faut pas avoir peur de remercier. Parce que pour être auteur, il faut avoir l'idée, contribuer au travail, relire, écrire une partie de l'article, être d'accord avec tout le contenu de l'article. Ce sont des règles qui, dans la biomédecine, sont très établies, hein, et tous ceux qui ne sont pas là-dedans sont alors remerciés. Et puis, il se fait aussi dans certaines revues les contributeurs non auteurs, hein. Donc, si vous voulez, pousser à remercier, c'est très fort, parce que si vous voulez mettre tout le monde parmi les auteurs, en recherche, pour être auteur, il faut avoir participé au processus scientifique, à la recherche elle-même ou quoi que ce soit. Alors, effectivement, vous ouvrez l'essence participative qui pose problème. Oui, on fait ça, des amis, quand ils sont présentés, Laval, où elle va, ou bon. Pardon, vous pouvez fermer votre micro, ou peut-être tu peux le fermer. Attends, je vais voir si je peux le fermer. Non, je peux pas le fermer. Il faudra lui fermer son micro, tu dois pouvoir, toi. Ah, mais c'est que Yves qui a mis le truc en place. Il n'y a que Yves qui peut. Il n'y a que Yves qui peut fermer. Alex, oui. Je vais essayer de l'appeler. Non, je suis là, mais je ne crois pas que
C'est que pas je Alex peux. qui faisait le bruit. Voilà, ça s'est Non, non, arrêté. non, non, je dis bien, c'est pas Alex, oui, Ouais, c'est ouais. terminé. Mais il ne faut pas baisser les bras, hein. Mais non, c'est pas terminé. Non. Alors, j'essaye de parler plus Il ne faut fort. pas baisser les Oui. bras, Philippe. Faut- Hein. faut On t'a bien continuer entendu, hein, de- Hervé. Mais Donc, dans les sciences participatives, effectivement, il se pose beaucoup de questions qui ne sont pas très résolues là-dessus, hein. Et à mon avis, il n'y a pas énormément de choses décrites sur l'autorat dans les sciences Je ne vais participatives. pas te dire de positiver, mais Alors, qu'est-ce que ça? une autre chose ou un autre concept, et là, je ne suis pas allé travailler sur cet autre concept. Bon, C'est Ford, ce je me même concept pas qui a fait pas mal là, d'articles dans le biomédical, le cap sur la ce Caraïbe, concept qui s'appelle en la plein à partir recherche de hélicoptère. Manhattan. Je ne sais pas si vous avez Comment regardé c'est là? là-dessus, parce que Mais- dans la recherche hélicoptère, c'est-à-dire quand on va piller des données ailleurs, Notamment déjà. sans citer les gens, là, il y a un vrai problème. Et dans la recherche hélicoptère, il y a beaucoup de gens qui vont piller des données et qui ne reconnaissent pas d'où viennent les données et qui ne remercient pas. Et là, il y a des problèmes parce que si vous allez piller des données dans un pays, il est logique que des gens du pays qui ont été dans le truc puissent avoir des places comme auteurs. Et il y a des règles aussi, il y a des choses écrites là-dessus, hein. Bon, je vous fais juste quelques remarques comme ça, et puis je vous transmettrai peut-être d'autres documents dans le biomédical, parce que vous êtes parti de travaux de Ponty ou d'autres, qui sont des travaux non pas faits par des gens de biomédical sur leurs règles de biomédical, qui sont une vision externe. Donc, il faut confronter les deux. Je ne sais pas qui a raison, hein. Je ne sais pas qui est meilleur là-dedans. Voilà, moi j'ai terminé, je vais vous relaisser là. bien, merci Hervé. Puis-je te demander, je vois que dans le chat, tu as mis une référence et tu parles Oui. d'autres références possibles. Oh, c'est là un On pourra les mettre dans le courrier ensuite, si tu peux me les envoyer. Hein. Mais je peux te les envoyer. Ça c'est un D'accord. excellent document suisse, Parfait. mais il y en a beaucoup Non, dans le biomédical. souvent il y en a Allemagne, souvent Violaine, est-ce que tu as pu Étienne? résoudre le... Oui, Excusez-moi, s'il vous plaît. Je viens de parler à Yves. Il me dit qu'il s'occupe du problème actuellement. Là, il a Ok. quitté son autre réunion. C'est vraiment Ok. plat. D'accord. Surtout que c'est tellement intéressant. Mon Dieu, je voudrais Ben entendre oui. M. Maisonneuve pendant des heures. OK, alors, quel dommage. Oui, Étienne? Oui, oui, oui. Qui intervient? Simon. Simon Ategbo. Oui, oui, on Oui. t'écoute. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Alex pour cette belle conférence sur un sujet dans lequel je me suis complètement retrouvé parce que je rejoins M. Maisonneuve, je suis médecin et nous, dans la publication médicale, on a vraiment pas cette approche-là et on se retrouve dans une situation qui m'interpelle en termes de justice, mais la grande réflexion, c'est la publication scientifique, pour qu'elle soit acceptée, doit également entrer dans des normes, des revues qui les acceptent pour les publier. Or, cette approche n'est pas connue du tout et ne peut être un facteur de rejet de votre papier pour une revue que vous avez ciblée, par exemple. Alors, ma question pour Alex, c'est de dire, c'est une réflexion qui commence ou c'est quelque chose qui, quelque part, a déjà pris corps? Parce qu'en même temps, on veut être éthique avec les collègues, on veut faire une pratique de justice, mais est-ce qu'on rentre vraiment dans les créneaux des revues qui publient nos papiers? Et d'où vient la question de quel intérêt pour le non-scientifique? Parce que nous, ça nous sert à un certain nombre de critères connus, mais quel est l'intérêt pour lui d'être co-auteur? Et c'est pour ça que la réflexion de M. Maisonneuve me plaît beaucoup, c'est vraiment pousser au remerciement. Et ça, on le fait déjà, peut-être améliorer les remerciements, comme on le fait quand on fait nos publications. Voilà. Alex, vous voulez répondre? Oui, tout à fait. Et merci infiniment et pour ces remarques vraiment très pertinentes, ainsi que pour les références, pour les lectures que vous avez partagées avec moi. J'en prends bonne note. Donc, je vais essayer de commencer par la question sur l'intérêt pour le non-scientifique, parce que c'est une question vraiment très pertinente qui se trouve même au cœur et de l'intérêt de cette recherche en tant que telle aussi. Et il faut dire que c'est une question qui revient souvent, y compris chez les personnes avec qui, chez les scientifiques avec qui j'ai réalisé les entretiens.
Donc, il faut dire que très souvent, je dis ça parce que j'ai trouvé 2 cas exceptionnels, je vais les exposer, que très souvent, les personnes qui disent que être auteur d'un papier scientifique n'a absolument aucun intérêt pour, euh, pour un non-scientifique, il y a 2 manières qu'on peut répondre à cela en vrai. D'une part, déjà, ce n'est pas le non-scientifique qui dit cela très souvent. Et très souvent, cela est affirmé, très souvent, cela est affirmé sans la parole, la vie du non-scientifique. Et c'est là aussi l'une des grosses limites de la recherche que j'ai menée, parce qu'il ne m'a pas été possible, par exemple, d'aller voir et d'aller m'entretenir à ces non-scientifiques qui ont participé, qui ont contribué dans les recherches effectuées par ces scientifiques. Donc ça, c'est la dimension plus subjective de la question. Est-ce que ça a un intérêt subjectif personnel et pour le non-scientifique? À ce qu'il paraît de manière évidente, pas vraiment, mais sauf que on ne sait pas vraiment, en tout cas, il n'y a pas vraiment de recherche qui a été menée sur cela, sur cet aspect-là, mais on ne sait pas vraiment de manière empirique, est-ce que sur le plan subjectif, ça leur importe. Sauf que il y a deux personnes en fait, qui ont inclus des non-scientifiques dans leur publication en tant qu'auteurs, et ils disent, en fait, ces personnes-là, elles disent que lorsque ces non-scientifiques ont appris quand même qu'elles avaient l'intention de les associer en tant qu'auteurs à leur papier, au papier scientifique qui vont sortir, pardon, ces non-scientifiques étaient très, très, très contents et très fiers. Donc ça, c'est leur témoignage. Donc ils disent que c'est vraiment quelque chose qui leur a fait plaisir. Ils sont allés discuter à leurs camarades, à leurs collègues, à leurs copains, etc., parce qu'ils étaient vraiment contents de pouvoir figurer et sur un papier scientifique et ils estimaient que c'était une marque de reconnaissance et de leur connaissance, de leurs travaux, de leurs contributions. Mais on ne peut pas généraliser à partir de ces cas qui restent quand même numériquement très faibles et situés aussi dans le cadre d'un projet de recherche spécifique, etc. J'ai nullement prétention à la généralisation, mais je souligne quand même, du point de vue subjectif, il y a des témoignages, certes pas beaucoup, en l'espèce, qui disent que, en tout cas, lorsque ces non-scientifiques sont associés en tant qu'auteurs, ils sont très contents, ils estiment que c'est une forme de reconnaissance et ils s'en réjouissent. Donc maintenant, du point de vue objectif, c'est-à-dire du point de vue institutionnel, est-ce que ça importe et pour les non-scientifiques d'être sur un papier scientifique? Et là, c'est juste une réflexion, hein. Je ne parle pas sur la base de données empiriques, forcément. Je pense que s'il est vrai que ça n'apporte pas, peut-être, en tout cas pas au même niveau que les scientifiques, et des crédits institutionnels ou des avantages institutionnels à ces non-scientifiques, je pense que ça fait partie quand même, cette démarche pourrait faire partie et d'une forme de reconnaissance plus large de certains types de savoir, donc qui historiquement ont été considérés comme des savoirs non importants, comme des savoirs non valides, par une forme de pensée dominante et très localisée en Occident. Donc, je pense que sur ce terrain, ça peut avoir du sens. D'ailleurs, il y a pas mal d'institutions internationales qui, de plus en plus, appellent à ces formes de reconnaissance, par exemple le GIEC pour ce qui concerne le climat, ou encore les PBES pour ce qui concerne la biodiversité, donc qui, de plus en plus, font une place vraiment cruciale à la reconnaissance des savoirs autochtones, indigènes, locaux, etc. Et au sein même de l'écologie plus large des savoirs, mais aussi au sein même des savoirs scientifiques plus précisément. Donc ça, c'est les quelques éléments
de réponse que je pourrais apporter à la première question. Après, il y avait une question aussi sur les pratiques différenciées de la signature scientifique. Oui, c'est très important de le souligner. Je ne l'avais pas souligné malheureusement, mais oui, tout à fait. Il y a toute une sociologie, toute une écologie différenciée et des pratiques de signature scientifique. C'est vrai qu'en droit, ce n'est pas la même chose. En droit, c'est le premier auteur. Même le deuxième, c'est un peu douteux, on va dire. En sociologie, c'est premier, deuxième, troisième. Toujours est-il que c'est relatif en fonction de la longueur de la liste. Dans les sciences physiques, très souvent, physique des particules, etc. Donc, c'est une énormité d'auteurs. Donc, c'est vrai qu'il y a des règles très relatives en la matière qui dépendent vraiment de la pratique scientifique en question. Et c'est bien mis en évidence dans les travaux de Ponty et dans la signature scientifique qui privilégie une approche comparée de ce que être auteur veut dire dans les sciences biomédicales, dans les sciences juridiques et dans les sciences sociales. Mais moi, en fait, ce qui m'a poussé à m'intéresser uniquement aux sciences biomédicales, sciences de la biodiversité et sciences médicales plus précisément, et c'est parce que dans le contexte que j'ai mené la recherche, c'est que c'était aussi la plupart du temps des personnes qui, sans être forcément des chercheurs de l'IRD, ont quand même des collaborations avec plusieurs UMR dans lesquelles l'IRD est affilié et qui ont une pratique vraiment de la recherche au Sud, hein, un peu comme le CIRAD également, et qui collaborent avec beaucoup et de populations autochtones, de paysans, etc., de patients au Sud. C'est parce que c'était dans ces disciplines-là que la pratique de la collaboration avec le Sud était, dans les sciences sociales aussi, mais c'est autre chose, était très, 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 très présente. Donc, ça m'a poussé vraiment à me focaliser et sur les pratiques des sciences biomédicales sans prétention à la généralisation pour ce qui concerne les autres sciences. Donc, la validité empirique de mes conclusions n'est pas du tout générale. Donc, je tiens à le souligner, c'est vraiment quelque chose de très spécifique qui vaut peut-être pour une science et pour un certain nombre de chercheurs affiliés à un certain nombre d'UMR, de centres de recherche qui ont un certain nombre de pratiques. Voilà. Et après, il y avait... je pense que c'est les deux principales questions, si j'ai bien retrouvé. Ouais. Si je peux me permettre un commentaire et une question, oui. Je crois que vous avez parlé des publications où il y a 1000 auteurs, il y en a de plus en plus. Généralement, ce sont des essais multicentriques, etc. Et c'est important qu'il y ait 1000 auteurs. Alors, les règles sont généralement très précises. Si, par exemple, c'est une étude clinique multicentrique, c'est fonction du nombre de malades que vous avez inclus dans l'étude. Si vous en avez inclus 100, vous êtes mieux placé que si vous en avez inclus 10 ou 2. Donc, mais ceci dit, que vous soyez sur les 1000, que vous soyez le 15e, le 30e ou le 50e ou le 100e, ça n'a pas une grande importance, je crois en tout cas. Mais ça en a une, par contre, que vous soyez dans la liste. Moi, j'ai été membre d'un CNU pendant longtemps. Ce ne sont pas des choses qu'on met à la poubelle, enfin, qu'on ne considère pas sous prétexte que vous êtes le 850e auteur d'une publication. Vous avez participé, vous avez répondu aux règles de cette publication, votre travail a été reconnu, donc vous êtes dans la publication. Vous n'êtes pas le moteur de la publication, mais vous y avez participé. Le problème, c'est plutôt les publications où il y a un nombre restreint, c'est-à-dire de 4, 5 ou 8 personnes. Et quand vous avez des conflits, par exemple, entre deux laboratoires, un laboratoire de biologie et la clinique, la biologie disant « mais le travail essentiel, c'est nous qui l'avons fait, sans nous, vous n'aurez rien fait », et les cliniciens qui disent « mais si vous n'avez pas apporté les malades, on n'aurait rien fait du tout ». Et j'ai assisté plusieurs fois à des conflits de ce genre. Et là, c'est beaucoup plus difficile
à essayer de mettre un peu d'ordre dans les auteurs. Et quand vous avez 5 ou 6 auteurs dans un papier, certes, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le dernier, mais il y a ceux qui sont entre les deux, qui se trouvent dans une position parfois un peu difficile. Hervé, tu es d'accord avec ça? Oui, assez. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a des études en médecine où c'est 3000, 5000 malades. Oui. Donc, ça ne Alors, peut pas être 5 auteurs qui vont gérer ça, quoi. Hein. absolument. Et c'est même important, j'ajouterais, c'est même important de savoir qui sont les auteurs et qu'ils soient bien Oui, oui. identifiés. On a vu assez de papiers dans les années, les décennies passées, où on ne savait pas d'où sortaient ces malades, d'où ils venaient, qui les avait gérés, etc., etc. Si au moins on a la liste des auteurs, on a les centres, avec le nombre de malades recrutés par centre, les choses sont beaucoup plus claires. 5000 malades, ça fait parfois 200 centres. En Ouais, plus, il y a des comités d'affaires indésirables, il y a des comités scientifiques pour absolument, monter ça. C'est une très, très grosse machine. tout à fait. Comme les physiciens quand ils sont au CERN, ce sont des grosses machines et Hmm. tout le monde a son rôle. Hmm. Autre question ou commentaire? Oui. Oui, Violaine. J'en suis à me questionner sur la science ouverte, l'impact pour la science ouverte. Je demanderai à Alexis s'il pouvait réfléchir à cela avec nous, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, Dr. Aktegbo nous a rappelé que ça peut avoir un impact pour un éditeur d'accepter ou non une publication s'il y a tout d'un coup quelque chose qui dérogue aux règles du milieu. Et à partir de là, je me dis, il me semble que ce serait bien pour le GRISOF c'est-à-dire d'indiquer quelles sont les façons de faire ou les pratiques qui pourraient soutenir la science ouverte. Et je me dis, une de ces pratiques, ça pourrait être d'informer sur les règles variables des secteurs scientifiques où la publication est proposée. Ça donnerait d'abord une bonne leçon de relativité à tout le monde, comme Dr Maisonneuve l'a fait tout à l'heure. Mais ça serait une pratique qu'on pourrait soutenir, de rappeler par exemple qu'en droit c'est 2 ou 3, qu'ailleurs il y a un ventre mou, j'oublierai jamais cette expression-là, un milieu où ça veut dire que les gens ont rien fait du tout. Et à partir de là, est-ce qu'il y aurait d'autres, à partir de cette expérience et de ces réflexions, est-ce il pourrait y avoir d'autres leçons à tirer pour mieux informer ceux qui s'intéressent à la science ouverte? Moi-même, j'en ai vu une autre à partir de votre communication, c'est-à-dire ou de la réponse que vous avez donnée, c'est-à-dire que lorsque vous avez informé du danger ignoré en général, d'un réflexe de dire ça c'est scientifique et ça l'est pas scientifique, et d'exclure là des gens qui sont pourtant savants, des gens qui sont pourtant dans le milieu de la connaissance, mais qui ne répondraient pas à un critère occidentalo-centré de la connaissance. Alors, c'est sûr que depuis qu'on a adopté la déclaration pour la reconnaissance de la l'égale dignité en potentialité savante des savoirs endogènes de tous les peuples et de tous les continents, ben là, on se rend compte qu'il y a des savoirs, des fois, qui correspondent pas aux savoirs occidentaux, mais qui sont quand même des savoirs importants. Alors ça, c'est une autre chose qu'on pourrait au moins, ça, je reviens souvent là-dessus depuis le CABES de 2012, 2022, mais à partir de là, c'est une autre leçon qu'on peut tirer. Est-ce que vous en auriez d'autres, vous, des leçons pour la science ouverte qui vous viendraient à la tête? Alex? Oui. Alors oui, c'est vrai que, en fait, même moi aussi, j'étais en train de noter tout ce que vous venez de dire. Et après aussi, ce que je pourrais dire, ce que je pourrais ajouter par rapport aux éléments que vous venez d'évoquer et qui sont très pertinents, je pourrais ajouter aussi que, en termes de bonnes pratiques, et ça aussi, il y a pas mal de personnes qui l'avaient proposé, on pourrait définir en amont de tout projet de recherche collaboratif, l'ensemble des règles qu'on va suivre avec les partenaires, hein, scientifiques comme non scientifiques. Par exemple, on pourrait mettre on pourrait mettre les cartes sur la table en disant, ben bon, écoutez, vous êtes non scientifique. Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? C'est quoi votre intérêt? C'est quoi votre apport déjà?
Elle définit l'apport du non-scientifique, l'intérêt du non-scientifique dans cette collaboration de recherche, et ce, le long de la chaîne de la recherche. Et il se trouve que c'est une chose qui peut être définie sur une base contractuelle, hein, de manière assez simple. Par exemple, on pourrait voir des personnes sans aucune surprise qui vont dire, ben bon, non, moi, c'est pas du tout mon affaire, je suis pas intéressé à être sur un papier scientifique. En revanche, j'aimerais bien, lorsque les résultats vont se diffuser, qu'il y ait une petite vidéo qui raconte que nous, on a fait ça, on met sur YouTube, on serait content. Parce qu'il n'y a pas que la signature scientifique en tant que telle, il n'y a pas que les publications scientifiques qui sont importantes et nécessaires pour la diffusion de la recherche. Donc, il y a plusieurs modes de diffusion de recherche. Donc, si en amont, bien en amont de la recherche, on arrive à définir ça, et si toutefois les non-scientifiques veulent vraiment être sur les papiers scientifiques, donc ça se négocie aussi. Moi, je pense que cette étape-là, très souvent, il y a trop de recherches qui commencent à se faire sans que les règles ne sont pas précisées d'avance. Et ça génère des problèmes, et y compris dans le monde scientifique. Et de plus en plus de directeurs d'unités mixtes de recherche, ce qu'ils font en vrai, ils se réunissent, ils disent, bon, vous allez être le premier auteur, ce qui signifie, vous allez écrire l'article scientifique. Moi, je vais financer, je vais être le dernier. Vous allez être le deuxième. C'est-à-dire, après le premier, vous êtes censé travailler plus sur cet article. Hein? Et on parle là vraiment d'un projet qui n'a pas encore commencé. De telle sorte que c'est la détermination en amont de qui va faire quoi qui détermine au final, pendant toute la phase de recherche, qui fait effectivement quoi. Et là, à la phase de la publication, il n'y a pas de souci. Parce que lorsqu'on ne fait pas ça, c'est très difficile de déterminer entre le prétendant premier et deuxième auteur et qui a le plus travaillé, etc. Ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Et parfois, il y a le technicien qui n'est pas du tout content parce qu'il se trouve nulle part, y compris dans le ventre mou, alors qu'il a quand même travaillé. Donc, si on avait réglé ces genres de questions bien en amont, donc tous ces soucis auraient été épargnés, auraient été évités. Hein. Et je pense que la réflexion, le raisonnement, ça peut valoir aussi dans les collaborations entre monde scientifique et non scientifique, et dans le cadre de projets de recherche. Donc ça, c'est une chose que je voudrais souligner aussi. Oui, très important. Est-ce que je peux avoir un commentaire? Oui. D'abord, je m'excuse de mon absence et de mon retour un peu impromptu. J'espère, j'ai manqué le contenu de votre conférence, mais j'ai pris ce que vous venez de dire depuis quelques minutes concernant les auteurs de publications, et je pense que vous avez bien dit les choses. C'est extrêmement important que chacun sache bien ce à quoi il est attendu. Et c'est particulièrement important pour les études où on s'attend à ce qu'il va y avoir plusieurs collaborateurs. Dans le cas des études plus fondamentales, par exemple, où c'est des groupes beaucoup plus restreints, établir les règles, et tantôt vous avez parlé des professionnels de recherche, des techniciens, je pense que c'est important de savoir si ces gens-là doivent être ou non sur la publication. Et ça relève d'un consensus de laboratoire à un moment donné, qui fait en sorte que oui, tous ceux qui vont avoir réfléchi à l'étude, tous ceux qui vont avoir participé de leurs mains à la réalisation de l'étude, ceux qui vont avoir écrit la publication, apporter des commentaires, ces gens-là doivent être sur la publication. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est dans le cas où il y a plusieurs laboratoires impliqués, et surtout dans les études multicentriques cliniques, où là, ça devient, et moi je l'ai vécu ayant dirigé des fondamentalistes avec des médecins, c'est pas nécessairement parce que tu donnes un matériel, c'est pas parce que tu donnes un tissu que ton nom doit être dans la liste des auteurs. Par contre, ces gens-là doivent être mentionnés à juste part et remercier. Remercier, oui. Et il y a des façons de le faire. Et il y a des recommandations qui viennent des grandes revues scientifiques à l'effet que dans la liste des auteurs, tu mets les principaux, ceux qui ont vraiment
conçu l'étude, ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont drivé, puis qui ont passé beaucoup de temps dedans. Et après ça, tu as tous ceux qui sont en remerciement. Et ceux-là sont en dessous de la liste des auteurs. C'est de plus en plus une façon, je pense, correcte de fonctionner. Et puis, comme Hervé vient de dire, ben, de remercier ces gens-là, c'est important. Parce que si tu n'as pas de tissu humain, ben, tu n'as pas d'études cliniques. Puis, tu n'as souvent pas d'études biomédicales non plus. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, je m'excuse encore de mon absence de tout à l'heure. Oui, j'ajouterais même, parce qu'Alex disait, oui, ben, des gens qui n'ont pas participé directement, pour eux, ça n'a pas d'importance. Je ne suis pas sûr que ça... C'est faux. Je pense que ça a de l'importance pour tout le monde. Remercier quelqu'un n'a jamais blessé quelqu'un. L'oublier peut le blesser, par contre. Donc, on a toujours intérêt à remercier le plus largement possible. On ne perd pas son temps. Moi, je Mais veux c'est juste un gros rectifier, reproche. c'est moi qui ai eu qui ai dit ça et qui, effectivement, il y a une importance subjective. C'est pas Alex, parce qu'Alex est de ton côté, Étienne. Ah bon? D'accord. Mais c'est un gros souci qu'on a, tu sais, je veux dire, c'est pas juste au niveau de la publication. Tu sais, la reconnaissance du travail qui est fait par ces gens-là qui réfléchissent à monter des études, à penser à des projets de recherche, qui vont travailler d'arrache-pied pour les réaliser, qui vont aller chercher de l'argent pour les réaliser, qui vont former des étudiants gradués, qui vont écrire des publications. Ben, je suis désolé, mais après 32 ans de carrière, je trouve que les remerciements qui viennent de ton université, de tes pairs, des organismes de subvention, je trouve personnellement qu'ils ne sont pas assez présents. Fin de mon commentaire. Monsieur Maisonneuve veut parler, Yves. Oui, oui, effectivement, je rejoins tout ce que tu as dit, Yves. Souvent, il n'y a pas assez de remerciements. Les auteurs d'articles ne pensent pas à allonger la liste des remerciements. Et moi, quand je fais des formations, je dis allez remercier au maximum, allez remercier le directeur de l'institution, même si vous ne le connaissez pas bien, parce que c'est la seule chose qu'il va lire. Hein. J'aurais deux commentaires. Alex, dans la plupart des règles biomédicales, le fait d'avoir l'idée, le fait d'amener l'argent ne permet pas d'être auteur pour ça. Hein. Les critères qui ont été donnés par Yves sont les bons. Il faut avoir travaillé, le cambouis, écrit, voilà. Hein. Donc ces gens-là, il faut les remercier. Deuxième chose, il y a aussi la question qui n'a pas du tout été abordée de la diffusion des recherches par d'autres moyens que l'article scientifique. Et puisque vous connaissez le CIRAD a des policy briefs, c'est-à-dire chaque recherche peut donner lieu à un 4 pages illustré avec des photos à destination du décideur, du citoyen averti ou d'autres choses, et ça, c'est pas assez utilisé. Hein. Donc, vous irez voir ceux du CIRAD, par exemple, et là, en principe, les auteurs de la recherche supervisent ou sont auteurs, mais là, il peut y avoir la place d'un travail, il y a d'autres auteurs qui ont participé au travail. Hein. Mais ça, c'est très sous-utilisé hein, par les institutions. Et policy brief. Note de politique, je ne sais pas comment traduire. Policy brief. On devrait avoir des policy briefs au Grisoff. Oui, Justement. mais Ben, ça prend des avocats pour écrire ça, Violaine. Ouais. Allez hop. ah oui. Non, il suffit de virer la rubrique, Violaine, il n'y a pas de problème. La rubrique est ouverte. On considère qu'elle est créée. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, commentaires? Moi, je vais être obligé de vous quitter là. Oui, eh ben, de toute façon, on va arrêter. Je vais laisser Yves conclure, peut-être. Ben, écoutez, je vais conclure, même si j'ai pas entendu, même si j'ai pas participé à l'excellence de la présentation. Et puis, je pense que je vais passer le mot à Violaine qui pourrait, Merci, monsieur. Étienne, tu pourrais ajouter quelle sera nos prochaines visios parce que j'ai pas le calendrier en face de moi. Oui, tout à fait. Eh bien, je laisse Violaine. Merci, mon cher collègue
et époux. À partir de là, j'aimerais quand même, je veux vraiment souligner le caractère assez extraordinaire de la communication de Alexis. Moi, personnellement, en tant que professeur, je suis admirative et impressionnée parce que ce jeune homme aux multiples fonctions a donné une conférence vraiment intéressante, d'une cohérence impeccable. Bravo, mais merci, Alex. Et merci à Étienne de l'avoir invité. Ben, écoute, c'est un plaisir et c'est grâce à toi qu'on a été en contact avec Alex, hein. Je ne l'oublie pas. Ben, merci beaucoup. Alors, je suis chargé de vous annoncer les prochaines conférences. Je suis sur le prochain bulletin Sciences ouvertes qui sera envoyé ce soir. Vous voyez. Prochaine conférence, ce sera le jeudi 30 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, et ce sera le docteur Anneau Pourredon qui va nous traiter du sujet suivant, révolutionner l'accès aux médicaments dans les pays émergents grâce au digital. Arnaud Pourredon est un médecin, jeune médecin de Bordeaux qui a créé une société, ce qu'il appelle une entreprise sociale qui s'appelle Meditect, qui a pour mission de digitaliser les acteurs de la chaîne de distribution des médicaments et qui a proposé des solutions innovantes dans plusieurs pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, et dit-il, bientôt dans toute l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, la distribution des médicaments, les médicaments non, les bons médicaments et pas des médicaments vendus sur le marché, c'est un problème extrêmement important en Afrique. Donc, il a des choses à nous apporter et une expérience tout à fait intéressante. Ensuite, nous avons le jeudi 20 avril un exposé du professeur Antoine Flao que vous connaissez tous et dont je n'ai pas encore le titre de sa communication. Et le jeudi suivant, le jeudi 27 avril, ce sera le professeur Jean-Philippe Chipot, qui est directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement, qui nous traitera de la pratique des essais cliniques en Afrique. Voilà. Écoutez, eh bien, il y a peut-être une conférence supplémentaire parce que Étienne n'a pas eu le temps de la recevoir parce que je ne lui ai pas encore envoyé. Mais le 13 avril, nous allons avoir le professeur Jean-Paul Matuba et qui va nous parler je vous donne le titre de la conférence, vous allez comprendre. Contribution du centre hospitalier mère-enfant Montcollet de Kinshasa dans la qualité de vie de la communauté desservie. Un exemple encourageant. Donc, je vous invite à venir assister à cette conférence-là. Et comme Étienne le dit, vous aurez des replays là, des rappels, oui. Merci de l'avoir signalé parce qu'effectivement, elle ne figurait pas sur mon récapitulatif actuel. Oui, Violaine. Et la prochaine conférence que vous organisez, c'est quand? Donc le cycle de conférences Démocratie à l'épreuve de l'Afrique, c'est le 12 avril. Oui. C'est le 12 avril avec Jean-Louis Roy, qui a été longtemps chef de la francophonie, avec Flavien Onungwe, qui est le diplomate du Gabon en Italie actuellement et qui est aussi un très grand boss de la francophonie, un grand acteur de la francophonie. Et on s'interroge sur les façons de penser l'Afrique, mais en dehors des canons occidentalocentrés. Oui, alors toutes les conférences que vous organisez sont passionnantes. Violaine, si je puis me permettre, on peut se charger on se charge dans notre bulletin, on annonce ces conférences, mais on peut faire des rappels. Il y a deux choses. Il y a une chose qui nous manque, qui manquerait peut-être, c'est l'horaire. Il y a l'horaire à Montréal. C'est vrai. On pourrait mettre des rappels et le lien. Alors, j'ai eu des difficultés la semaine dernière, le lien ne fonctionne